De ce geste naturel, enterrer nos morts, je l'ai pour ainsi dire déterré en vue d'une autopsie ontologique. Que sommes-nous tous ensemble derrière ce geste? Que nous dit-il aux apparences anodines, pourtant unique au regard de tous les autres vivants, universel et propre au genre homo, et qui n'a jamais cessé depuis au moins 100 000 ans jusqu'à nos jours. Un geste sans Dieu ni religion à l'époque nous montre quelque chose de nous, permanente, immatérielle, invisible et abstraite, mais bien présente en nous. Ma réponse: la structuration d'un organe spirituel exceptionnel composé de 3 essences issues de la substance esprit. L'une dans nos têtes, l'autre gravée dans nos cœurs biologiques, et enfin un ascenseur entre la tête et le cœur. Une transcendance qui s'exprime en tout premier lieu par l'amour maternel, un dépassement de soi pour autrui. Autrement dit, ce rituel sacré m'a conduit à l'amour-sacrifice d'une mère pour ses enfants et par suite au fondement de l'esprit démocrate, lequel lui aussi appelle à sacrifier nos égoïsmes individuels au profit de l'altruisme collectif. La démocratie, plus qu'un simple régime politique, s'avère l'incarnation de l'amour dans nos vies familiales que sociales, politiques et économiques. C'est à partir de ce constat ontologique que j'ai abouti à la démocratie directe, spirituelle, laïque. En voici 7 arguments. Premièrement, l'argument archéologique funéraire. Les préhistoriens s'accordent sur le fait que depuis 100 000 ans, l'homme enterre ses morts suivant un rituel funéraire. Nous savons donc que pour Sapiens, sans Dieu ni religion, la mort n'arrête pas l'amour des siens. Elle est un passage vers un ailleurs. Dès lors, nous sentons et expérimentons l'éternité en nous. Aucun autre vivant ne pratique un tel rituel. Des traces artistiques et spirituelles qui apparaissent vers moins 40 000 ans montrent que nous étions animistes, par exemple la grotte Chauvet. Autrement dit, que tous les vivants possédaient une âme et tout l'univers était animé, et ce, toujours sans Dieu ni religion. Du coup, nous avons pu en déduire que la nature, notre nature, nous a imposé un organe spirituel unique et exceptionnel, une conscience réflexive et lumineuse, capable de penser et d'aimer, au sein d'un espace-temps spirituel illimité, infini, éternel et inconditionnel, le symétrique inversé de l'espace-temps rationnel, limité, fini, temporel et conditionnel. La présence de cet organe spirituel suppose ainsi une capacité à vivre de façon solidaire en collectivité et donc à décider ensemble d'un destin en commun. Il est clair que pour survivre et vivre à cette époque, nous avons écrit notre destin sous la forme d'une proto-démocratie directe. Deuxième argument, l'argument ontologique de l'amour. Dire je t'aime, c'est dire je t'aime pour toujours et quoi qu'il arrive. C'est dire je t'aime au présent éternel. Dès que nous sommes au moins 2, il existe en nous un processus spirituel actif et invisible, lequel nous invite nécessairement à exercer un pouvoir en commun. Quand nous disons à l'être aimé je t'aime, nous lui proposons de partager le pouvoir, de décider ensemble d'un destin commun et donc de vivre en démocrate. La famille est donc la première cellule organique de la démocratie directe, laquelle s'élargit de cercle en cercle jusqu'au niveau de la nation. Troisième argument, l'argument ontologique du pouvoir. Le seul pouvoir légitime, bienveillant, fraternel et capable de s'auto-limiter est un pouvoir en commun. Tout autre pouvoir est contre nature parce que la nature, notre nature, nous interdit d'aliéner notre volonté au profit d'autrui, pour quelque raison que ce soit. Et c'est la raison première de l'échec des démocraties parlementaires qui finissent tôt ou tard par oublier le peuple.
Il n'existe pas de vraie démocratie sans souveraineté du peuple, sans pouvoir en commun, sans destinée écrite sur une page blanche par le peuple. Quatrième argument, l'argument ontologique de la transcendance. Que nous impose le mystère de l'amour dans le couple? De transcender nos égoïsmes personnels au profit de l'intérêt de la famille. Que nous impose l'amour de notre pays? De transcender nos intérêts personnels au profit de l'intérêt général du peuple. Je nomme en matière politique ce processus universel transcendance laïque. Elle nous permet de nous hisser au niveau de l'intérêt général en transformant nos égoïsmes sociaux en un altruisme collectif. C'est grâce à cette transcendance naturelle que nous nous sommes socialisés au point de coloniser la planète entière sous forme d'une proto-démocratie directe. Cinquième argument, l'argument ontologique du destin. Pourquoi la nature nous a-t-elle imposé à chacun un organe spirituel unique et exceptionnel, avec deux espaces-temps symétriquement inversés, ce que n'ont pas nos amis les bêtes? Parce que notre destin n'est plus de vivre dans la jungle, chacun pour soi, comme au sein du règne animal, parce que notre destin est une page blanche, pour inventer des sociétés libérées à l'image de notre nature spirituelle, dignes, justes, égalitaires et harmonieuses, bref, des sociétés démocratiques. La tyrannie est contre nature, puisque d'une part elle détruit la vie sur terre et d'autre part elle aliène la destinée d'un peuple, ce qui est à nouveau contre nature. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer l'état de notre monde actuel en pleine destruction du vivant et des vivants, y compris nous-mêmes. En clair, ce que nous sommes tous ensemble, par nature, nous invite à exercer nos pouvoirs individuels en commun, donc en démocrate, et ainsi répondre positivement à l'invitation-injonction originelle. Vous êtes libres de mener vos vies comme vous l'entendez, mais à la seule condition, apprenez à vous aimer les uns les autres, sinon vous ferez votre propre malheur. Sixième argument, l'argument ontologique de l'autonomie politique, sur lequel je reviendrai dans l'étude de notre conscience. Dans l'attente, posez-vous cette question. Pouvez-vous penser hors de votre conscience? Comme nous devons faire avec un corps imposé par la nature, nos pensées sont comme confinées au sein de notre conscience. Je vous laisse quelques instants y réfléchir. Pouvez-vous penser hors de votre conscience? Nous pouvons donc penser librement, selon nos volontés, et de manière illimitée, mais jamais hors de notre conscience. En soi, elle est donc un paradoxe. Elle confine notre pensée en elle-même, tout en la laissant penser librement de manière illimitée, via notre imagination par exemple. En clair, notre autonomie et indépendance de pensée, ce qui est la première définition de la liberté philosophique, découle donc de la présence en nous de cet organe spirituel qui nous permet de penser de manière individualisée. Il est donc le garant de notre individualité spirituelle, morale, psychologique, sociale et donc politique. C'est lui qui nous octroie la capacité à chacun de décider de notre destin commun. Le dernier argument, le septième, c'est l'argument ontologique de la hiérarchie que nous avons étudié dans le podcast La relation humaine universelle. La vie unique, la vie sous toutes ses formes, est incontestablement hiérarchisée selon un principe organisateur nécessaire à notre écosystème planétaire.
Platon, dans son Philème, l'écrivit par cette formule, je cite, « Et les anciens qui valaient mieux que nous », ça c'est sa référence horizontale, « et qui vivaient plus près des dieux », c'est sa référence verticale, nous ont transmis cette tradition que tout ce qu'on peut dire exister, donc la vie unique, est fait d'un et de multiples, c'est le principe unitaire organisateur qui hiérarchise le multiple, et contient en soi-même originellement associé la limite et l'infinité. Fin de citation. Il y a donc en nous de la limite, ça on le savait, mais surtout de l'illimité. Et ça, on se le représentait aussi, mais pas au point de savoir que c'est l'illimité en nous qui a conduit l'humanité dans le mur, notamment écologique et climatique. En revanche, sans ce principe organisateur d'unicité, c'est le chaos. La vie sociale d'Homo sapiens est hiérarchisée, mais nécessairement avec bienveillance et fraternité. Sans cela, non seulement nous n'aurions pas survécu, mais nous n'aurions surtout pas su nous rendre comme maîtres et possesseurs de la planète. Ça, c'était avant. Dans une hiérarchie bienveillante et altruiste, le principe organisateur, le chef, la tête, l'élite politique, tient compte de la volonté commune. C'est la démocratie directe. Dans une hiérarchie malveillante et égoïste, le principe organisateur devient tyrannique et le despote au pouvoir est le seul à s'arroger le droit de savoir ce qui est bon pour tous les autres. Ça, c'est la démocratie représentative. Observez le président Macron, tellement convaincu que sa politique est la meilleure pour nous, qu'il a déclaré qu'il rêvait de se faire élire jusqu'en 2042. Bon, que Dieu nous en préserve. Face à ces 7 arguments, nous pouvons donc convenir que Sapiens vivait, sans Dieu ni religion, mais dans l'amour des siens au présent éternel et au sein de hiérarchies bienveillantes, tout en exerçant un pouvoir en commun. C'est-à-dire avant l'heure, en démocratie directe, spirituelle, laïque. Bien. Abordons à présent le prochain podcast. Libéralisme, néolibéralisme, définition. Nous verrons que, contrairement à l'idée qu'ils porteraient l'un et l'autre, la notion de liberté, ils sont en réalité une prison économique fondée sur un système de pensée du nom de fabrique de consentement, ainsi que le peuple, afin que le peuple se taise et que l'État ne s'occupe que de favoriser le marché, c'est-à-dire enrichir les riches en appauvrissant les pauvres. Grand merci pour votre patience.